Sur la banderole que mon père tenait fièrement au-dessus de sa tête, au milieu des applaudissements, il était écrit en lettres capitales « Félicitations Léa, tu n'es enfin plus inutile ». Un silence gêné a d'abord parcouru la salle des fêtes municipales, vite remplacé par des rires forcés, comme si c'était une blague de mauvais goût que tout le monde devait accepter. Mon estomac s'est noué, le son s'est étouffé autour de moi, ne laissant que le bruit assourdissant des battements de mon cœur. Je voyais son sourire large, ses yeux qui brillaient d'une fierté perverse, et je me suis sentie complètement vide. Il avait choisi ce moment, ma remise de diplôme, l'aboutissement de 5 années de sacrifice, pour me rappeler publiquement ma place dans sa vie, celle d'un investissement qui commençait tout juste à devenir rentable. Le tissu de ma robe me collait à la peau, et le champagne bas de gamme qu'on m'avait mis dans la main avait soudain un goût de cendre. J'ai hoché la tête, esquissant un sourire qui devait ressembler à un rictus de douleur. Les gens venaient me féliciter, mais leurs poignées de main étaient molles, leurs regards fuyants ou remplis d'une pitié que je détestais encore plus que les rires. Ma mère m'a effleuré le bras, un geste qui se voulait réconfortant, mais qui criait la lâcheté. « Ne fais pas de scène !» Ses yeux suppliants semblaient dire, comme toujours. Elle avait passé sa vie à éviter les conflits, à laisser mon père dicter la température émotionnelle de notre foyer. Je me sentais comme une bête de foire, exposée sous les néons froids de cette salle impersonnelle. C'est une solitude étrange, celle qu'on ressent au milieu d'une foule qui vous juge en silence. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, si on vous a déjà fait sentir petit pour célébrer la réussite d'un autre, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire, car ce soir-là, j'aurais donné n'importe quoi pour savoir que je n'étais pas seule à ressentir cette brûlure. Ce qui rendait cette banderole si cruelle, ce n'était pas seulement les mots, c'était les 24 mois qui les avaient précédés. Depuis son retour soudain dans ma vie, 2 ans plus tôt, juste après avoir appris que j'avais obtenu une prestigieuse bourse d'études, je lui versais secrètement de l'argent. 250 € par mois, sans la moindre exception, prélevés sur ma bourse et sur le salaire de mon job étudiant. Un total de 6 000 €. Je croyais sincèrement l'aider à payer des dettes imprévues, à se relancer professionnellement après une mauvaise passe. Je pensais que je rachetais l'affection d'un père absent, que chaque virement était une preuve de mon amour et de ma loyauté. En réalité, je finançais son train de vie, ses sorties, sa façade d'homme respectable. Chaque euro que je lui avais envoyé était une brique dans le mur de son mépris, une confirmation silencieuse que ma seule valeur à ses yeux était mon utilité financière. Je l'ai regardé de l'autre côté de la salle. Il trinquait avec mes oncles, acceptant les compliments pour ma réussite, comme s'il en était le seul artisan. La douleur qui m'avait paralysé quelques minutes plus tôt commençait à se transformer en une sorte de clarté glaciale, une résolution froide et tranchante. La colère n'était même plus là, juste une certitude absolue de ce que je devais faire. Il avait voulu une scène publique, une démonstration de son pouvoir sur moi. Il allait l'avoir. Il pensait que cette fête célébrait mon diplôme, mon avenir prometteur. Il ne se doutait pas une seconde qu'elle allait surtout servir à exposer son passé, à le juger publiquement pour ses mensonges et sa manipulation. Il avait créé cette scène, il avait allumé les projecteurs. Malheureusement pour lui, ce n'était pas moi qui allais rester sous les feux de la rampe bien longtemps. Tout allait changer dans quelques minutes. Cette banderole n'était que l'aboutissement d'une longue histoire, une histoire où ma valeur avait toujours été conditionnelle. Je me souviens, à 10 ans, lui avoir montré fièrement mon bulletin de notes, rempli de A. Il l'avait à peine regardé avant de le poser sur la table du salon. « C'est bien », avait-il dit d'un ton neutre. « Mais ta sœur Chloé, elle, a du charisme. C'est ça qui compte dans la vie. » Chloé, de 3 ans mon aînée, n'avait jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Son simple sourire suffisait à illuminer le visage de mon père. Moi, j'étais la besogneuse, celle qui devait compenser par l'effort ce qui lui semblait inné chez sa préférée. J'ai passé mon adolescence à collectionner les réussites, les médailles sportives, les prix de concours
espérant qu'un jour, l'une d'elles serait assez brillante pour qu'il la voie enfin. Mais chaque trophée n'était qu'un rappel silencieux que je n'étais toujours pas assez. Son départ, quand j'avais 6 ans, avait été un soulagement brutal, une absence moins douloureuse que sa présence indifférente. Pendant des années, il n'était qu'une voix lointaine au téléphone pour les anniversaires, un fantôme dont ma mère parlait avec une tristesse résignée. Puis, le jour où la lettre d'acceptation de ma grande école de commerce est arrivée, avec la mention de la bourse d'excellence, il a réapparu. Il s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour ma mère et un discours poignant sur le temps perdu, sur sa volonté de redevenir un père. J'étais méfiante, mais l'espoir est une chose tenace. L'espoir de voir enfin dans ses yeux cette fierté que je cherchais depuis toujours. Il a été charmant, attentif, posant des questions sur mes études, mes ambitions. Il m'a fait croire qu'il s'intéressait enfin à moi, à la femme que je devenais. Malheureusement, il ne s'intéressait qu'à ce que je pouvais lui apporter. La demande est venue 1 mois plus tard, formulée avec une habileté déconcertante. C'était au détour d'un café. Il m'expliquait ses difficultés, des dettes imprévues qui l'empêchaient de repartir du bon pied. Il a joué la carte de la vulnérabilité, de l'homme brisé qui demandait de l'aide à sa fille brillante. Mon cœur s'est serré. C'était ma chance. Ma chance de lui être utile, enfin. J'ai accepté sans hésiter. 250 € chaque premier du mois. Je me privais de sorties avec mes amis, je comptais chaque centime au supermarché, je portais les mêmes vêtements pendant des saisons. Chaque notification de virement sur mon téléphone était à la fois un sacrifice et une petite victoire. Je me disais que je bâtissais un pont entre nous, que je rachetais son affection. 6 000 € plus tard, je comprends que je ne faisais que payer pour le privilège d'être exploitée par mon propre père. Autour de moi, personne ne voyait rien, ou personne ne voulait voir. Ma mère, quand je lui parlais de mes difficultés financières, me répondait de mieux gérer mon budget, ignorant la véritable hémorragie. Elle vivait dans l'illusion fragile d'une famille réunie, et la vérité aurait fait voler en éclats ce confort précaire. Chloé, elle, continuait de recevoir des cadeaux de sa part, des petites attentions financées par mon argent, sans jamais se poser de questions. Elle flottait dans une bulle de favoritisme, incapable de voir la dynamique toxique qui nous rongeait. Seule ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, semblait percevoir la vérité. Parfois, elle posait sur moi un regard perçant, plein de non-dits. Une fois, elle m'avait glissé à l'oreille. « Ne te laisse pas dévorer, ma chérie. Certains amours coûtent trop cher. » Sur le moment, je n'avais pas compris la profondeur de son avertissement. Le doute a commencé à s'installer il y a quelques mois, quand je l'ai surpris au téléphone, parlant avec animation d'un voyage en Espagne qu'il planifiait avec des amis. Je venais de lui envoyer mon virement la veille, après lui avoir expliqué que je devais sauter des repas pour boucler mon mois. Il m'avait répondu par un simple « Fais un effort, ma fille ». En l'entendant rire de ses futures vacances, une fissure est apparue dans l'image que je m'étais construite de lui. Ce n'était plus un homme en difficulté que j'aidais, mais un manipulateur qui se nourrissait de ma naïveté. Cette fissure n'a cessé de s'agrandir, jusqu'à ce soir. En le voyant brandir cette banderole, tout s'est effondré. Ce n'était pas une blague maladroite, c'était la vérité, sa vérité, affichée aux yeux de tous. Et je savais, avec une certitude glaciale, que ma réponse devait être tout aussi publique. Je me suis éloignée de la foule, prétextant avoir besoin d'un verre d'eau, mais en réalité, je cherchais juste un coin d'ombre pour respirer. Le bruit des conversations et des rires me parvenait comme un écho lointain et déformé. Je me suis adossée contre un mur froid, près du buffet déserté, et j'ai fermé les yeux un instant. L'image de la banderole était gravée sur mes paupières. Chaque lettre semblait me brûler la rétine. Je revoyais le sourire de mon père, la pitié dans le regard des invités, la supplication muette de ma mère. Une nausée m'a prise, un mélange de honte et d'impuissance. Je me sentais piégée dans ce décor de fête factice, une actrice dans une pièce dont je ne comprenais que trop bien le rôle humiliant. J'essayais de rassembler mes esprits, de trouver une issue honorable, une façon de disparaître sans faire plus de vagues. C'était toujours ça, ma stratégie.
devenir invisible pour ne pas déranger. C'est alors que j'ai entendu sa voix, pleine d'une jovialité triomphante qui m'a glacé le sang. Il parlait à mon oncle, juste de l'autre côté du paravent qui cachait les cuisines. Il ne se doutait pas que j'étais là. « Tu as vu sa tête ? Elle a failli pleurer », a-t-il dit en riant. Mon oncle a marmonné quelque chose d'inaudible, un peu gêné. Mais mon père a continué, sa voix résonnant avec une arrogance insupportable. « Enfin, l'important, c'est que ça y est. Avec le salaire qu'elle va toucher dans sa boîte, mon investissement va enfin être rentable. C'est elle qui paiera la traite de la nouvelle voiture. » Le mot « investissement » a explosé dans ma tête. Ce n'était donc pas une blague de mauvais goût. C'était un plan d'affaires. Ma réussite n'était pas la sienne. Elle était son prochain financement. Mon diplôme n'était qu'un bon de commande pour ses futurs caprices. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds, mais je ne suis pas tombée. Au contraire, une force inconnue m'a redressée. Toute la douleur, toute la tristesse qui m'avait submergée quelques minutes plus tôt se sont évaporées, remplacées par une lucidité froide et tranchante. 6 000 €, 24 mois de sacrifice, les repas sautés, les week-ends passés à travailler au lieu de sortir, l'angoisse permanente de ne pas joindre les deux bouts. Tout ça pour une voiture. Une voiture. La vision de lui au volant, financée par ma sueur et mes larmes, a été l'étincelle finale. La petite fille qui cherchait désespérément son approbation venait de mourir dans ce couloir sombre. À sa place, se tenait une femme qui venait de comprendre que la seule dette qui existait entre nous était la sienne. Et le remboursement allait être public, immédiat et sans appel. J'ai jeté un regard à travers la salle. Ma mère ajustait une nappe, le visage tendu, faisant semblant que tout allait bien. Chloé riait avec des cousins, parfaitement inconsciente du drame qui se jouait. Mon père, lui, venait de rejoindre le centre de la piste, entraînant une de mes tantes dans une valse ridicule. Il était le roi de la fête, le patriarche fier et accompli. Cette façade, cette illusion d'une famille heureuse qu'ils s'efforçaient tous de maintenir, était la prison dans laquelle j'avais vécu toute ma vie. J'ai compris que pour me libérer, je devais la faire voler en éclats. Je ne leur devais plus rien. Ni mon silence, ni ma discrétion, ni ma loyauté. Mon seul devoir, désormais, était envers moi-même, envers la jeune fille que j'avais été et que j'avais laissée se faire exploiter pendant si longtemps. Je me suis redressée, j'ai lissé ma robe et j'ai traversé la salle. Mon pas était assuré, ma tête haute. Les gens s'écartaient sur mon passage, peut-être sentaient-ils le changement dans mon aura. Je ne voyais plus leur regard de pitié. Je ne voyais que mon objectif. Sur la petite estrade, à côté de la table du DJ, se trouvait un micro sur son pied. Les discours devaient commencer dans une dizaine de minutes. Le programme prévoyait que mon père parle en premier pour exprimer sa fierté paternelle. Une ironie si cruelle qu'elle en devenait presque parfaite. J'ai regardé le micro, puis j'ai regardé mon père, qui tournoyait encore au milieu de la piste. Il avait créé cette scène pour m'humilier. Il ne se doutait pas une seconde que j'allais m'en servir pour le détruire. Je me suis réfugiée dans le hall d'entrée, loin du bruit et des faux sourires, pressant mon front contre la vitre froide d'une fenêtre qui donnait sur le parking désert. La musique assourdie de la fête me parvenait comme le pouls d'un monstre lointain. Je n'avais pas de larmes. La douleur était trop profonde, trop ancienne pour se dissoudre dans l'eau salée. C'était une blessure structurelle, une faille dans mes fondations que mon père venait de faire sauter à la dynamite. Je sentais le poids de mon téléphone dans la poche de ma robe, un petit rectangle de plastique et de verre qui contenait la preuve de ma stupidité, mais aussi, je le réalisais maintenant, l'arme de ma libération. L'humiliation publique qu'il m'avait infligée n'était pas une fin, c'était un commencement. Il avait allumé un incendie en pensant me réduire en cendres, sans comprendre que certaines choses ne brûlent pas, elles se forgent. Et ce soir, je sentais le métal de ma volonté se durcir. C'est là que ma tante Isabelle m'a trouvée, s'approchant sans un bruit. Elle n'a pas posé de questions idiotes comme « Ça va ?» Elle s'est contentée de se tenir à côté de moi, regardant elle aussi le parking vide. Après un long silence, elle a posé sa main sur mon épaule,
une pression ferme et rassurante. « Il y a deux types de familles », a-t-elle dit d'une voix douce mais sans pitié. « Celles qui te construisent et celles dont tu dois te construire. » Elle a serré mon épaule une dernière fois avant de me dire les mots qui ont tout changé. « Ne laisse personne te définir, Léa. Surtout pas lui. Ce que tu vas faire maintenant, fais-le pour toi. Uniquement pour toi. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Son regard ne contenait aucune pitié, seulement une validation féroce. Elle voyait clair en moi. Elle voyait la décision qui prenait forme, et par son silence approbateur, elle me donnait la permission d'aller jusqu'au bout. Ses paroles ont agi comme un détonateur. La confusion et la douleur se sont dissipées, laissant place à un plan d'une clarté chirurgicale. Mon père voulait une tribune, un public pour célébrer sa prétendue réussite à travers moi. Il allait la voir. Mais le sujet du discours allait changer. J'ai repensé au programme de la soirée, après le gâteau, les discours. Il devait parler en premier. Bien sûr, pour livrer sa performance de père aimant et fier. C'était parfait. Il allait lui-même me tendre le micro, me mettre sous les projecteurs, créant les conditions idéales pour sa propre chute. Je n'allais pas crier ni pleurer. La colère est une émotion chaude, désordonnée. Ma résolution était froide, précise, méthodique. J'allais simplement raconter une histoire. L'histoire d'un investissement de 6 000 € et de son rendement attendu. Une étude de cas, en quelque sorte, parfaitement adaptée à mon nouveau diplôme d'école de commerce. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran s'est allumé, illuminant mon visage dans la pénombre du couloir. J'ai ouvert mon application bancaire, le cœur battant à un rythme lent et régulier. J'ai fait défiler l'historique des virements. La liste était longue, implacable. 24 lignes identiques. Virement mensuel, aide papa. Janvier, février, mars. Une litanie de ma propre crédulité. Chaque ligne représentait un sacrifice, un petit renoncement, une parcelle de ma jeunesse que je lui avais offerte en échange d'une illusion d'amour. Puis, j'ai ouvert mes messages. Le dernier, reçu la veille, était encore en haut de la liste. Ces mots exacts me sont revenus, gravés au fer rouge dans ma mémoire. N'oublie pas le virement demain. J'ai vu une belle montre. Tu me dois bien ça, ma future directrice. C'était là. La preuve irréfutable de sa manipulation. La condamnation écrite de sa propre main. Je suis retournée dans la salle. Personne n'a remarqué mon absence, ni mon retour. J'étais redevenue invisible. Mais cette fois, c'était une invisibilité stratégique. Je l'ai observé. Il riait, il dansait, il levait son verre, baignant dans l'admiration d'une famille qui ne voyait que sa façade charmante. Il était le roi de son petit royaume de mensonges, et il ne se doutait pas une seule seconde que son règne était sur le point de s'achever. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau, non pas pour boire, mais pour me donner une contenance. Le verre était froid dans ma main, un point d'ancrage dans la tempête qui s'apprêtait à déferler. Le DJ venait d'annoncer au micro que les discours commenceraient dans 5 minutes, après la prochaine chanson. Le spectacle pouvait commencer, mon spectacle. Et je savais déjà que personne n'oublierait jamais le final. La musique s'estompait, laissant place à la voix enjouée du DJ qui annonçait le début des discours. Comme prévu, mon père s'est avancé vers l'estrade, le pas théâtral, se délectant de l'attention générale. Il a pris le micro, a attendu que le silence se fasse, puis s'est lancé dans une tirade larmoyante sur la fierté paternelle, sur les sacrifices, sur la joie de voir sa fille réussir. Chaque mot était un mensonge poli, une performance destinée à le placer au centre de mon succès. Les gens applaudissaient, émus par cette comédie bien rodée. Puis, son discours terminé, il s'est tourné vers moi, le visage rayonnant d'une fausse bienveillance, et m'a tendu le micro. « À toi, ma chérie. Dis-nous à quel point tu es heureuse. » Le micro était lourd et froid dans ma main. Le projecteur m'aveuglait. Il venait de me donner la scène, le public et l'arme. L'erreur de sa vie. J'ai pris une profonde inspiration, le silence de la salle vibrant d'attente. « Merci à tous d'être là », ai-je commencé,
Ma voix étonnamment stable, presque sereine. Mon père a brandi cette banderole qui dit que je ne suis enfin plus inutile. Et vous savez quoi ? Il a raison. Mon utilité, ma véritable utilité pour lui, commence maintenant. Un murmure perplexe a parcouru l'assemblée. Mon père souriait encore, pensant que je faisais de l'humour, une sorte de réponse spirituelle à sa blague. J'ai continué, le regard fixé droit devant moi, ne voyant personne en particulier, mais les voyant tous à la fois. Mon utilité a commencé il y a exactement 24 mois, le jour où mon père est réapparu dans ma vie, comme par magie, juste après avoir appris que j'avais obtenu ma bourse d'excellence. Il m'a parlé de dettes, de difficultés, d'un besoin de repartir du bon pied. Et moi, j'ai voulu l'aider. Le sourire de mon père s'est figé. Je lui ai versé 250 € par mois. Ai-je poursuivi d'une voix claire et factuelle, chaque syllabe pesant une tonne. Chaque mois, sans exception, pendant 2 ans. Cela fait un total de 6 000 €. 6 000 € prélevés sur ma bourse et sur mon salaire d'étudiante. Le silence était devenu total, glacial. Je voyais les visages se tourner vers mon père, dont le teint passait du hâlé au blême. Il a fait un pas vers moi, la panique dans les yeux. « Mais de quel argent tu parles ? C'est des calomnies. Arrête ton cirque !» a-t-il crié, sa voix rauque brisant le silence. Sa main a tenté d'agripper le micro. Au premier rang, ma mère s'est levée, les mains sur la bouche, murmurant d'une voix brisée. « Léa, je t'en supplie, arrête. Pas devant tout le monde. » Mais je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans haine, juste avec la froideur de la vérité. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Un geste lent et délibéré. La lumière de l'écran a éclairé mon visage. « Des calomnies ? Vraiment ? » ai-je demandé calmement, ignorant ses protestations. J'ai ouvert mon application bancaire. Le silence dans la salle était si profond que l'on pouvait entendre le bourdonnement des néons. Lisons ensemble les intitulés des virements. Ma voix a résonné, nette et précise. Virement mensuel, aide papa janvier. Virement mensuel, aide papa février. Virement mensuel, aide papa mars. J'ai continué la liste, mois après mois, une litanie implacable de ma naïveté et de sa cupidité. À chaque ligne, je sentais son assurance s'effriter, le public devenant un tribunal silencieux. Il ne criait plus. Il était pétrifié, le visage déformé par une incrédulité rageuse. Il était piégé. Il n'y avait aucune issue. Pour finir, j'ai ouvert mes messages. Si, et pour que tout soit parfaitement clair sur la nature de cet investissement que je représente, je vais vous lire le dernier message que j'ai reçu de lui, hier soir. J'ai levé les yeux de mon écran pour m'assurer que tout le monde écoutait. N'oublie pas le virement demain. J'ai vu une belle montre. Tu me dois bien ça, ma future directrice. Un silence de mort est tombé sur la salle, un silence si lourd qu'il semblait pouvoir tout écraser. Mon père était figé, la bouche ouverte, sans voix. L'homme charismatique avait disparu, ne laissant qu'une coquille vide, exposée et pathétique. Le visage de ma sœur Chloé s'était décomposé, une mosaïque de confusion et de trahison. Au fond de la salle, j'ai croisé le regard de ma tante Isabelle. Elle a esquissé un imperceptible sourire et a lentement hoché la tête. La justice venait d'être rendue. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai délicatement reposé le micro sur son pied, le son métallique résonnant dans le silence absolu. Le projecteur me semblait moins aveuglant, comme si la vérité avait dissipé l'éblouissement. Mon père était une statue de cire en train de fondre sous la chaleur du mépris collectif. Son visage, autrefois si plein d'assurance, n'était plus qu'un masque de stupeur et d'humiliation. Les regards ne convergeaient plus vers moi avec pitié, mais vers lui avec un dégoût glacial. J'ai vu des oncles, des cousins, des amis de la famille détourner les yeux, comme s'ils ne voulaient pas être contaminés par sa honte. La banderole gisait à ses pieds, piétinée par son propre mouvement de recul. Les mots « félicitations », « tu n'es enfin plus inutile » semblaient désormais s'adresser à lui, une prophétie ironique de sa propre chute.
Il avait voulu une scène publique, et il l'avait eue. La salle des fêtes était devenue son tribunal. Ma mère était restée debout, pétrifiée, les mains toujours plaquées sur sa bouche comme pour retenir un cri. Ses yeux ne me suppliaient plus. Ils étaient remplis d'une horreur vide, celle de quelqu'un qui voit l'édifice de ses illusions s'effondrer en quelques secondes. Elle ne regardait ni mon père ni moi, mais un point fixe dans le vide, comme si elle refusait d'accepter que la façade qu'elle avait passé des années à repeindre venait d'être réduite en poussière. Chloé, à côté d'elle, avait le visage baigné de larmes silencieuses. Son regard passait de notre père à moi, une navette de douleur et d'incompréhension. Elle comprenait enfin. Elle comprenait que chaque cadeau, chaque compliment, chaque parcelle de favoritisme qu'elle avait reçue était financée par mon sacrifice. La bulle dorée dans laquelle elle avait vécu venait d'éclater, la laissant exposée à la laideur d'une vérité qu'elle n'avait jamais voulu voir. Notre famille, telle qu'elle l'avait connue, venait de mourir. Le silence a commencé à se briser, non pas par des cris, mais par des murmures qui se propageaient comme un incendie. J'ai vu mon oncle Bernard, un homme d'affaires habituellement si calme, s'approcher de mon père, le visage fermé. Je savais qu'il lui avait prêté une somme importante 6 mois plus tôt pour l'aider à se relancer. D'autres membres de la famille se sont regroupés, échangeant des regards lourds de sens. La manipulation financière de mon père n'était pas limitée à moi. J'étais simplement sa source la plus facile et la plus docile. En exposant ma propre histoire, j'avais sans le vouloir mis en lumière un schéma de comportement, une toile de mensonges bien plus vaste. Il n'avait pas seulement perdu sa crédibilité en tant que père, il venait de perdre son statut d'homme respectable aux yeux de ceux dont il dépendait pour maintenir son train de vie. Sa chute n'était pas seulement morale, elle allait être financière et totale. Je n'ai pas attendu pour voir la suite. Mon rôle était terminé. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers la sortie, sans un regard en arrière. Chaque pas était léger, comme si je me délestais d'un poids invisible que je portais depuis des années. Personne n'a essayé de me retenir. J'ai traversé la foule silencieuse qui s'écartait sur mon passage, créant une allée pour ma fuite, ou plutôt, pour ma libération. En passant devant la table où était assise ma tante Isabelle, nos regards se sont croisés. Elle n'a rien dit, mais son hochement de tête lent et approbateur était plus éloquent que n'importe quel discours. C'était une validation, une permission silencieuse d'être enfin égoïste, de choisir ma propre survie. J'ai poussé la porte vitrée et l'air frais de la nuit a frappé mon visage. Le bruit de la fête s'est éteint derrière moi, remplacé par le son apaisant de ma propre respiration. Debout sur le parking désert, sous la lumière blafarde d'un lampadaire, je me sentais étrangement calme. Il n'y avait ni triomphe, ni joie, juste un vide immense et paisible. J'avais détruit une famille pour me sauver, mais peut-être que ce qui était détruit n'avait jamais été une vraie famille. C'était une mise en scène, un arrangement toxique où chacun jouait un rôle pour éviter d'affronter la vérité. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour regarder les preuves de ma victoire, mais pour appeler un taxi. En attendant, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, de comment ma mère ou ma sœur réagiraient dans les jours à venir. Mais pour la première fois de ma vie, je ne m'en souciais pas. Leur histoire n'était plus la mienne. Une nouvelle page était en train de se tourner, et elle était complètement blanche. 3 mois ont passé. Je vis maintenant dans un petit studio sous les toits de Paris. Parfois, le matin, je reste assise près de la fenêtre avec une tasse de café, à regarder la vie s'agiter dans la rue en contrebas. C'est une vie anonyme, simple et incroyablement paisible. Le silence de mon appartement n'est plus une absence angoissante, mais un espace bienveillant où je peux enfin m'entendre penser. J'ai commencé mon premier travail, un poste exigeant mais gratifiant dans une agence de marketing. Chaque soir, quand je rentre et que je ferme la porte derrière moi, je ressens une satisfaction profonde. Cette porte, c'est moi qui l'ai choisie. Ces murs, c'est mon salaire qui les paie. Ce n'est pas le bonheur éclatant des films, c'est quelque chose de plus discret et de plus solide, la liberté. Une liberté que je n'avais jamais connue, construite loin du bruit et du jugement.
J'ai eu ma sœur Chloé au téléphone la semaine dernière. C'était la première fois que nous parlions vraiment depuis la fête. Sa voix était différente, moins insouciante, plus mature. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie pour comprendre sa propre place dans la dynamique familiale. Elle ne m'a pas demandé de pardonner, juste de savoir qu'elle voyait enfin les choses clairement. Elle m'a brièvement parlé de ma mère, qui vit dans une sorte de brouillard, naviguant entre la loyauté envers son mari et la culpabilité envers sa fille. Quant à mon père, je n'ai rien demandé. Son nom est devenu un mot étranger, le vestige d'une langue que je ne parle plus. Je crois savoir qu'il a dû vendre sa voiture et déménager, mais ces détails ne m'atteignent plus. Ce sont les conséquences de ses propres choix, et je ne suis plus là pour les amortir. Notre lien n'était pas de l'amour, c'était une dette, et je l'ai enfin remboursée. La leçon la plus difficile que j'ai apprise est que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec son utilité. Pendant des années, j'ai cru que je devais être performante, serviable, rentable, pour mériter ma place. J'ai collectionné les diplômes et les réussites comme des preuves à présenter à un tribunal qui ne siégeait que dans ma tête, présidé par mon père. Cette banderole, si cruelle sur le moment, a été ma libération. En me déclarant enfin plus inutile, il a involontairement défini mon nouvel objectif de vie, être inutile à ceux qui veulent m'exploiter. Être simplement moi pour moi. La dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne par ses accomplissements, c'est quelque chose que l'on refuse de perdre, même quand l'amour que l'on reçoit est conditionnel. C'est une frontière intérieure que personne n'a le droit de franchir. La semaine dernière, j'ai reçu ma première vraie fiche de paie. Je l'ai regardée longuement, le papier fin entre mes doigts. Ce n'était pas juste un chiffre, c'était la matérialisation de mon indépendance, la preuve tangible que je pouvais construire ma vie sans l'approbation de personne. J'ai pensé aux 6 000 €, à chaque centime que j'avais sacrifié en espérant acheter un peu d'affection. Avec ce premier salaire, je n'ai pas acheté de montre de luxe ou de vêtements chers. Je suis allée dans une librairie et j'ai acheté une pile de livres, ceux que je voulais lire depuis des années. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai préparé un thé et j'ai commencé à lire. C'était un acte simple, presque banal, mais pour moi, il symbolisait tout. Je n'investissais plus dans une relation toxique. J'investissais enfin en moi-même. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit qui on devient malgré elle. Cette nuit-là, en prenant le micro, je n'ai pas seulement exposé un homme, j'ai mis fin à un cycle. J'ai refusé de transmettre la lâcheté de ma mère ou de continuer à vivre dans l'ombre du narcissisme de mon père. J'ai choisi la vérité, même si elle était laide et douloureuse. Aujourd'hui, je ne suis pas guérie, pas encore. Il y a des cicatrices, et elles feront toujours partie de mon histoire. Mais ce ne sont plus des blessures ouvertes. Ce sont des rappels de ma propre force, du prix de ma liberté. Parfois, pour se construire, il faut accepter de tout détruire. Il faut avoir le courage de mettre le feu à sa propre prison, même si les gens à l'extérieur appellent ça une maison. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?